et à tous. Je suis Éric Tardieu, le secrétaire général du Réseau international des organismes de bassin, et je vous souhaite la bienvenue pour ce webinaire consacré à la formation. Pour débuter ce webinaire, quelques mots d'introduction. D'abord avec un petit moment d'émotion, puisque c'est le dernier webinaire de la saison, comme on dit en cette semaine d'ouverture du Festival de Cannes, ici en France. C'est notre 10e webinaire qui clôt la saison 2020-2021 et nous vous remercions d'avoir été nombreux à les suivre. Au second semestre de cette année 2021, un certain nombre d'événements reprennent à l'échelle internationale auxquels le RIOB a prévu de participer. Le Congrès mondial de l'Union internationale pour la conservation de la nature au mois de septembre, la Convention des parties pour le climat en novembre et décembre à Glasgow, la Convention pour la diversité biologique en Chine au mois d'octobre et le Congrès de l'International Water Resources Association en novembre en Corée. Événements auxquels nous participerons en présentiel ou en distanciel et qui prolongeront nos événements. Mais pour aujourd'hui, donc, pour ce dernier webinaire de notre première saison 2020-2021, nous avons choisi le thème de la formation professionnelle, de la formation technique au métier de l'eau, car nous savons que c'est une composante clé du développement des capacités, notamment dans l'approche par bassin. Nous essaierons aujourd'hui de combiner les deux échelles du petit cycle et du grand cycle, c'est-à-dire, comme on dit plutôt en anglais, l'eau pour la nature et l'eau dans les tuyaux, c'est-à-dire encore à la fois les ressources en eau et les écosystèmes aquatiques, mais aussi les services d'eau et d'assainissement ou l'eau utilisée pour un certain nombre d'usages. En effet, une bonne gestion par bassin suppose que les usages de l'eau soient optimisés. Les usages agricoles, les usages industriels, les usages pour l'hydroélectricité et évidemment aussi l'eau potable et l'assainissement. L'échelle du bassin est propice à la planification des usages sur plusieurs années, mais cette planification reste théorique si les acteurs, les usagers, ne sont pas outillés au plan opérationnel pour répondre aux enjeux quotidiens d'amélioration, que ce soit pour une gestion quantitative ou une gestion qualitative. Or, ce champ d'investissement qu'est la formation est souvent un peu négligé par les politiques publiques, par les bailleurs internationaux, qui soutiennent souvent des infrastructures liées à l'eau, mais trop souvent encore sans s'assurer que les compétences humaines seront présentes, disponibles dans la durée et véritablement compétentes, correctement formées pour assurer le bon fonctionnement des équipements. Au niveau du RIOB, nous plaidons pour des dispositifs systématiques de soutien à la formation dans chaque pays, mobilisant à la fois des ressources publiques et privées du type 1% formation, comme il en existe d'ailleurs déjà dans différents pays. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de balayer l'ensemble de ces sujets, de regarder un petit peu vers l'avenir et les besoins que nous avons pu diagnostiquer, de regarder plus précisément pour certains usages quels sont les besoins précis de formation qui nécessitent davantage d'investissement et comment tout cela peut mobiliser une meilleure gestion des ressources à l'échelle des bassins. C'est pourquoi nous couvrirons à la fois des besoins techniques, mais aussi des questions de financement. Pour lancer notre sujet, nous avons demandé à un spécialiste de bien vouloir intervenir,
Et c'est avec plaisir que je vais céder la parole à Monsieur Joseph Pronost, qui est le directeur de la formation et de l'ingénierie pédagogique à l'Office international de l'eau, qui a non seulement une grande expérience en tant que formateur, mais aussi une réflexion plus large à l'échelle internationale qu'il va nous partager en ce début de session. Joseph, à toi la parole. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Parfait. Très bien, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez le diaporama? D'accord. Bonjour à tous, donc je m'appelle Joseph Pronost et je suis le directeur de la formation à l'Office international de l'eau. Je vais vous faire un exposé sur les besoins en formation à l'international dans le secteur de l'eau et leurs évolutions. Cet exposé comprendra trois parties. Tout d'abord, une petite séquence d'informations sur les activités de l'OIO et de formation. Ensuite, j'aborderai le cœur du sujet sur les besoins en formation à l'international dans le secteur de l'eau et leurs évolutions. Et ensuite, un dernier paragraphe sur un petit discours sur comment répondre à ces besoins. Il faut investir dans la formation professionnelle dans le domaine de l'eau. Tout d'abord, l'Office international de l'eau et la formation. Déjà, la mission générique de l'OIO, c'est de développer les compétences pour mieux gérer l'eau et naturellement, la formation professionnelle répond à cet objectif générique fixé à l'Office international de l'eau. Nous avons 4 piliers d'activité, notamment celui dont on va parler aujourd'hui, la formation professionnelle et l'ingénierie pédagogique, et qui est en forte synergie avec des activités d'appui institutionnel et technique, de systèmes d'information et de mise en réseau des acteurs. Au niveau de nos activités de formation et d'ingénierie pédagogique, on fait beaucoup de formation professionnelle continue et on est aussi associé à des activités de formation professionnelle initiale également, beaucoup d'ingénierie pédagogique, notamment à l'international. Et nous avons un chiffre d'affaires annuel de formation et d'ingénierie pédagogique de 6,5 millions d'euros environ, pour environ 15 millions d'euros de chiffre d'affaires de l'OIO. Nos capacités se basent essentiellement sur des formateurs internes, au nombre de 35 environ, plus des intervenants extérieurs bien sûr. Nous avons beaucoup d'espaces pédagogiques pour réaliser des travaux pratiques et faciliter des réalisations de formation en conditions réelles de travail. En 2019, une année normale hors Covid, nous avons réalisé environ 600 sessions de formation et formé 6000 professionnels par an. On peut dire que ce centre de formation est unique en Europe. Nos méthodes pédagogiques se déclinent à la fois sur des méthodes pédagogiques en présentiel et aussi sur des méthodes pédagogiques en distanciel. À ce titre, déjà, quand on parle du distanciel, c'est déjà une évolution des besoins en formation qui s'infirme de plus en plus à l'international, ce besoin de formation à distance. J'en arrive au cœur de notre exposé pour aujourd'hui, qui va donc traiter de l'évolution des besoins en formation à l'international et de leurs évolutions. Mes propos se basent essentiellement sur une étude que nous avons réalisée pour l'Agence française de développement. Les objets principaux de cette étude, c'était d'identifier les principaux besoins en formation professionnelle du secteur dans les pays d'intervention de l'Agence française de développement et de construire une boîte à outils opérationnels et de lignes directrices pour la pré-identification de financement de formation de projets de formation professionnelle. Donc, le maître d'ouvrage était l'Agence française de développement et cette étude a été réalisée par l'OIO. Le périmètre de l'étude, c'était la formation professionnelle continue et initiale. Ça englobait essentiellement le petit cycle de l'eau, mais avec quand même une vision aussi sur la gestion de la ressource en eau. Et ça concernait tous les pays d'intervention de l'Agence française de développement. Cette étude a été réalisée sur la période 2017-2018. Quels sont les enseignements de cette étude ?
Premièrement, nous avons identifié les principaux acteurs du secteur de l'eau et de l'assainissement, qui sont nombreux, qui sont variés, et on peut dire que certes c'est un domaine de spécialité, l'eau, l'assainissement, la gestion de la ressource en eau, mais c'est aussi de ce côté multi-acteur, un domaine complexe, un secteur complexe, avec beaucoup de transversalité de missions et avec beaucoup de missions. Pourquoi je vous dis ça? C'est tout simplement pour dire qu'à ce titre-là, ça se ressent sur les besoins en formation qui sont eux aussi complexes, transversaux et très très diversifiés. Les besoins en formation sont aussi liés aux grands défis du cycle de l'eau. Et notamment, par exemple, si on regarde les défis actuels sur la gestion de la ressource, eh bien, les besoins en formation vont être à décliner à partir de ce défi de protection de la ressource et qui est beaucoup affecté et renforcé par le changement climatique, mais aussi la croissance urbaine et démographique. Et ici, vous avez donc les plus grands défis auxquels le petit cycle de l'eau doit faire face. Donc, ces besoins en formation sont liés à ces défis historiques avec un accroissement des enjeux de changement climatique et sanitaire également. Il y a aussi des défis historiques, puisqu'on retrouve la production d'eau potable, la distribution d'eau potable et des thèmes traditionnels également. Les besoins en formation sont aussi liés à des enjeux pour les RH, pour les ressources humaines. Et notamment, il y a un besoin de description de métiers, de traçage de cartographie, de métiers, de compétences, notamment pour les services eau et assainissement, les bureaux d'études, les entreprises de travaux, les sociétés de maintenance et les organismes de bassin et de régulation. Là aussi, on fait face à du multimétier avec des besoins en compétences en formation spécifiques à l'eau, mais aussi des besoins en formation communs à d'autres secteurs, notamment par exemple sur la maintenance ou la gestion financière. Et on a donc un besoin très fort de description de métiers et de description de compétences. Les enjeux, les besoins en formation sont toujours liés aussi à ces enjeux RH que l'on a classifiés en 3 grandes catégories, des enjeux sociaux et sociétaux. Par exemple, déployer et valoriser les ressources humaines dans des segments défavorisés par exemple tels que l'assainissement, les eaux usées par exemple. Des enjeux RH techniques et organisationnels tels que accompagner les éventuels processus de décentralisation et de réorganisation. Et puis des enjeux RH purement RH cette fois-ci, tels que gérer des départs à la retraite. C'est quelque chose où on fait face très fortement actuellement en France, par exemple, mais aussi conserver et valoriser les personnels du secteur. Et notamment, il y a des réflexions fortes à avoir au niveau des synergies entre l'évolution des compétences et la progression des carrières. Et en particulier aussi, il y a des mises en concurrence au niveau des compétences du secteur de l'eau par rapport à d'autres secteurs industriels tels que l'énergie qui peuvent être jugés dans certains pays comme étant beaucoup plus attractifs. Donc, ces besoins en formation sont liés aussi à ces enjeux RH. Les enjeux RH, donc là, c'était des enjeux qualitatifs qu'on vous a cités précédemment. On a aussi des besoins quantitatifs. Et au niveau de tous les pays à l'international, on a de fortes pénuries pour tous les organismes du secteur de l'eau. Par exemple, pour l'exploitation des services eau et assainissement, il faut environ 500 à 700 employés par million de population d'habitants desservis. Et ici, sur cette diapositive aussi, vous voyez des répartitions souhaitables vers lesquelles il faut tendre au niveau des répartitions hiérarchiques de ces personnels. Et je vous ai mis ici en orange, puisque dans beaucoup de pays émergents et en développement, il y a un besoin accru de techniciens et de techniciens supérieurs, et c'est un manque qui se ressent dans beaucoup de pays. Ensuite, ici, nous avons identifié quels sont les métiers en tension, c'est-à-dire des métiers où il y a un déficit finalement de demande d'emploi par rapport aux offres d'emploi. Et donc, on a des besoins en recrutement pour l'ensemble des acteurs et des métiers, mais plus affirmés pour ceux qui sont notamment soulignés. Donc, j'en cite certains, par exemple en orange ici pour les bureaux d'études, pour des techniciens de suivi de chantier,
Pour les services eau assurant l'exploitation des besoins très forts en maintenance électromécanique, que ce soit des managers, des techniciens ou des ouvriers spécialisés. Et puis pour les entreprises de travaux, beaucoup de besoins de conducteurs de travaux, d'ordonnanceurs, de pilotage de chantier, de chefs de chantier, de chefs d'équipe. On a donc des formations prioritaires qui se déclinent d'une part au niveau de la formation professionnelle initiale et d'autre part au niveau de la formation professionnelle continue. Au niveau de la formation professionnelle initiale, bien sûr, ce sont des formations souvent longues, diplômantes et portées plutôt par des acteurs nationaux, dépendant généralement des ministères de l'Éducation. Au niveau de la formation professionnelle continue, c'est souvent des formations courtes, peu diplômantes, souvent portées par les sociétés d'eau elles-mêmes, avec des prestataires de formation internes ou externes spécialisés. Donc, dans cette étude que vous pourrez retrouver également, eh bien, on retrouve des tableaux où ici nous avons identifié en fait les besoins en formation initiale et en rouge ici pour faire le lien par rapport à ce manque de techniciens et de techniciens supérieurs. Il y a le niveau 3 des études qui offre tout un tas de possibilités pour renforcer le marché de l'emploi en délivrant finalement des formés qui répondent à ce besoin de techniciens supérieurs. Dans cette étude également, nous avons listé en fait les besoins en formation professionnelle continue. Donc on retrouve des grands thèmes traditionnels, et j'en cite au moins 2 que j'ai indiqués ici en rouge, parce qu'il faut bien avoir conscience qu'au niveau à l'international, on a naturellement des besoins en formation très importants par rapport aux évolutions, la biodiversité, le changement climatique, la gestion de la ressource en eau, mais on a aussi des besoins en formation très conséquents sur des sujets dits traditionnels ou classiques ou historiques, tels que la production d'eau potable et la distribution d'eau potable, ou alors ici sur ce tableau ici en rouge, les besoins vraiment traditionnels sur la maintenance électromécanique. Pour satisfaire ces besoins, eh bien, il faut investir dans la formation professionnelle. La formation professionnelle offre un triple bénéfice, à la fois économique, sanitaire, social et sociétal, et puis un bénéfice aussi technique, organisationnel et environnemental. Au titre économique, par exemple, je ne vais pas tout citer, il est important de rentabiliser et de pérenniser les investissements et la formation offre une réponse par rapport à ça. D'un point de vue social et sociétal, la formation permet de renforcer l'employabilité. D'un point de vue technique et organisationnel, la formation permet d'assurer la qualité du service et d'atteindre les indicateurs de performance. Comment investir? Donc, oui, la formation professionnelle est à ce titre-là un investissement productif. Comment financer la formation? Il y a différentes possibilités. Ça peut être un pourcentage des montants d'investissement des travaux. Ça peut être l'administration en charge du secteur de l'eau, un ministère du tutelle par exemple, qui a un budget pour financer de la formation. Ça peut être aussi un budget des services eau et assainissement, environ généralement 1 à 3% de la masse salariale. Ou ça peut être un fonds formation professionnelle non sectorielle eau et assainissement, avec des taxes prélevées auprès des entreprises qui sont ensuite redistribuées. En tout cas, quel que soit le modèle de financement, c'est vraiment fondamental d'assurer ce financement pour assurer la pérennité des dispositifs de formation. Et puis, le dispositif de financement doit être tout simplement adapté au contexte. Au niveau de ce travail pour l'Agence française de développement, avant d'investir dans un dispositif de formation professionnelle, on a beaucoup insisté sur le fait d'analyser le contexte avant d'investir dans les dispositifs de formation professionnelle, de façon à valider un besoin d'appui en formation professionnelle, de définir les scénarios des dispositifs de formation professionnelle pour répondre aux différences entre le besoin et l'offre. En fait, cette étude d'opportunité, ces études de faisabilité sont très importantes pour vraiment bien tenir compte du contexte et offrir des solutions pérennes et qui soient adaptées à chacun des pays. Donc, il existe une logique en fait de
réponse graduée dans un cadre d'intervention progressive où d'abord on étudie si l'environnement est favorable à la formation professionnelle et à la création d'un dispositif de formation professionnelle. Si oui, eh bien, on peut ensuite voir s'il existe aussi des capacités de formation préexistantes. Et quelquefois, on s'aperçoit qu'avant même de créer un dispositif, il faut quelquefois mettre à niveau l'environnement de ces dispositifs de formation professionnelle, de façon à agréger l'ensemble des acteurs par rapport à ces visions stratégiques de développement, de formation professionnelle. Et ensuite, on peut créer éventuellement de nouveaux dispositifs, de nouveaux centres de formation et déployer ensuite des missions d'assistance pédagogique, de mise à niveau des infrastructures de formation et d'assistance au développement du fonctionnement du centre de formation. En conclusion, donc, les besoins en formation sont impactés par un secteur complexe, multi-acteurs, multi-missions, multimétiers, transversal, qui est diffus avec beaucoup de métiers et de compétences. Ces besoins en formation sont aussi impactés par des besoins classiques et historiques de formation, tels que la distribution d'eau potable, la maintenance et les besoins de techniciens et de techniciens supérieurs. Mais c'est aussi des besoins en formation qui sont impactés par un secteur qui doit répondre à des défis conséquents d'un point de vue ressources humaines, d'un point de vue changement climatique, gestion de la ressource en eau, croissance urbaine, énergie, santé, etc. Les besoins en formation, en personnel formé et en compétences sont élevés pour répondre à ces défis. La formation professionnelle initiale peut répondre aux enjeux de recrutement et de renouvellement des personnels. Et la formation professionnelle continue permet de répondre à la mise à niveau des personnels et ce sont des réponses à ces besoins. La formation est un investissement productif et surtout, elle doit s'adapter au contexte grâce à des études d'opportunité et répondre à des besoins, être graduée et également être pérenne par rapport à ses financements, ses statuts et sa gouvernance. Je vous remercie pour votre attention et j'espère avoir été à peu près dans les temps. You were perfect. Thank you, Joseph. And of course, we see from your presentation that identifying like this the needs for vocational training is a very good compass for not just all of the actors of the water sectors, but the donors in particular. And we are very pleased to have a donor's perspective on the webinar today with the intervention of Madame Andrina Chalwe-Doroba. And I would like to just ask you, could you please explain how and why... Est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi cette formation est une priorité et quelles sont les activités qui sont menées au niveau de la Banque africaine de développement dans le secteur de l'eau? Madame Andrea Chalwe-Doroba, vous avez la parole. Thank you. I hope you can hear me. Merci, j'espère que vous m'entendez. Je vais tenter de partager mon écran avec vous. Nous l'avons vu, mais ce n'est plus là maintenant. C'est en train de charger. Ce n'est pas encore en plein écran, mais c'est à l'écran. Merci. Voilà. Est-ce que c'est chargé? Oui. Oui, vous pouvez commencer. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes, mes chers collègues. Je suis Andrina Chalwe-Doroba et j'aimerais commencer par vous remercier pour l'opportunité qui m'est donnée au niveau de la Banque africaine de développement d'être présent et de faire cette présentation. Je suis au niveau de deux départements, direction du département, l'éducation et le développement des compétences. Et donc, ma présentation va se baser sur une vision d'ensemble des investissements de la banque dans l'éducation et au développement des compétences, les hommes stratégiques d'investissement au niveau de l'enseignement et de haut enseignement, la situation de la gestion de l'eau en Afrique et quelle est notre expérience dans ce secteur en tant que banque. Je vais regarder également quels sont les défis de gestion de l'eau en Afrique.
par rapport à la compétence, développement de compétences et les opportunités de collaborer avec la banque. Et enfin, mes conclusions. J'aimerais commencer à dire que comme banque, nous sommes guidés par 5 zones prioritaires sur lesquelles nous travaillons. Nous devons alimenter l'Afrique, industrialiser l'Afrique, intégrer l'Afrique, électriciser l'Afrique et améliorer la qualité de la vie des Africains. L'amélioration de la qualité de vie des Africains, c'est là où nous allons voir le développement des êtres humains et la gestion de l'eau. Et donc, nous allons regarder ici qu'est-ce que la banque fait au niveau de ces développements pour pouvoir promouvoir la croissance sur le continent. Il y a beaucoup de domaines d'investissement pour la banque, mais nous avons ici le développement des compétences. Nous avons centré sur 2 zones spéciales. D'abord, c'est l'enseignement de formation technique et professionnelle et l'enseignement supérieur. Et c'est un buts stratégique, d'engagement stratégique. Nous devons tenter de jeter une passerelle entre le besoin de ce secteur et la transformation économique du continent. Et donc, nous tentons de travailler au niveau de l'éducation, formation technique et professionnelle et de la haute éducation. Et nous le faisons. Et nous investissons sur d'autres secteurs également. Et comment nous nous engageons? Comme vous le savez, nous sommes une banque d'investissement et donc 90% de nos engagements sont avec des pays locaux. Et nous avons des opportunités d'investissement. Nous travaillons avec le gouvernement au niveau du secteur de l'éducation et des compétences. Et ce que nous faisons, c'est investir dans un partenariat avec le gouvernement sur des opérations souveraines ou avec le secteur privé ou des opérations par le biais d'opérations non souveraines. Et nous faisons également, nous apportons beaucoup de support technique et nous travaillons beaucoup sur la connaissance et sur ce que nous faisons. Plus précisément, il y a 4 zones, 4 aires d'intervention au niveau du secteur de l'administration. Nous avons le renforcement des systèmes d'éducation, les investissements en infrastructure, le développement du curriculum, la formation des professeurs. Et nous avons des dialogues politiques et d'autres engagements. Pour faire cela, nous faisons beaucoup de connaissances de produits. Nous informons l'agenda et de ce que nous faisons. Nous reconnaissons également le secteur de l'éducation. Une des choses que la banque fait, c'est travailler avec les pays pour explorer des opportunités, pour soutenir l'innovation au niveau de l'éducation et au niveau de l'enseignement technique professionnel et de l'enseignement supérieur. Et nous espérons pouvoir établir d'ici l'année prochaine l'amélioration des financements nationaux au niveau de ce continent. Nous promouvons également les engagements du secteur privé, académique. Les investissements que nous mettons en place pour le renforcement du système d'éducation, nous voulons garantir que cela est stratégique et que c'est de la pertinence par rapport à ce qui se passe au niveau de l'enseignement et de la gestion de l'eau et du secteur industriel. Et nous pouvons voir de la présentation précédente qu'il y a beaucoup de besoins pour le développement des compétences au niveau du secteur de l'eau. En termes d'investissement, j'aimerais vous donner quelques exemples pour la banque. En 2014 et 2020, nous avons investi 694 millions d'UA et donc nous avons donc
nous avons investi sur la formation vocationnelle et sur le développement des compétences. Nous avons souligné beaucoup sur le développement des compétences et surtout au niveau du secteur de la formation. Au niveau de l'impact, nous avons beaucoup réalisé. Nous avons eu 395 000 apprenants annuellement. Nous avons signé un nouveau partenariat en tant que résultat de cet investissement au niveau de cet enseignement vocationnel et nous considérons que nous allons pouvoir continuer au niveau de cette formation et de cette éducation, haute éducation pour tous les apprenants. Le point principal de notre discussion aujourd'hui, de cet après-midi, j'aimerais simplement souligner que ce qui vient de notre secteur, c'est quels sont les points clés pour la gestion des ressources hydriques. Nous devons savoir que la vision de l'eau pour l'Afrique déclare que l'Afrique fait face à une crise de pauvreté endémique et d'un sous-développement permanent. Entre 2021 et 2032, les investissements dans le secteur de l'eau vont offrir un bénéfice à 154 millions de plus de personnes avec des accès, avec des services d'eau et d'assainissement. Nous, en tant que banque, nous utilisons une gestion de ressources d'eau intégrées pour traiter ces défis de développement qui est centralisé au niveau des 5 priorités de la banque pour le développement en Afrique. Même s'il y a une sensibilisation accrue et un engagement pour la gestion de l'eau en Afrique, nous devons constater un manque de capacité par rapport aux gestions de l'eau au niveau du secteur. Plus précisément sur les questions de l'eau, des ressources ou de la planification et de la mise en œuvre de projets. Un manque d'un environnement propice est un des défis qui a été identifié sous forme d'accords juridiques, d'accords institutionnels, de disponibilité de données et de capacité des ressources humaines. Tout cela mine la promotion de l'implication du secteur privé nécessaire pour le développement des infrastructures au niveau de ce secteur. Bien entendu, la question du développement des capacités doit être traitée et nous avons expérimenté du travail dans ce secteur. Les capacités pour la gestion de l'eau sont disponibles en Afrique et nous devons, par conséquent, développer des stratégies et des programmes pour le développement de ces compétences et faire face à ces besoins. Et nous devons tenter d'explorer comment nous pouvons retenir ces compétences une fois qu'elles ont été acquises au niveau du secteur. Nous sommes dans une situation où nous avons des ressources limitées et à la fin de leur formation, l'équipe, les personnes partent. Et donc, nous devons voir comment nous pouvons faire cela pour garder les compétences au pays. La diapositive suivante est sur certains des acteurs du secteur et des travailleurs spécialisés. Et cela montre qu'il y a certaines fonctions techniques et administratives et nous avons des besoins. Et c'est le besoin de développer ces compétences au niveau du secteur de l'eau. Je ne vais pas passer en détail, mais vous pouvez voir ici comment les compétences sont nécessaires et quelles sont les lacunes à laquelle nous faisons face. Quels sont les défis et les opportunités pour le secteur de l'eau au niveau de compétences et de formation?
les compétences et la formation fournit des connaissances et d'expertise pour exploiter et maintenir des usines de traitement de l'eau et des systèmes de distribution de l'eau. Et donc, je peux dire qu'il est très important de regarder comment nous pouvons garantir la formation en ces compétences, dans ce secteur, pour maintenir les usines de traitement. Les crises d'eau sont toujours souvent causées par un manque de capacité ou de professionnels compétents pour une gestion efficace de l'eau, surtout au niveau de l'éducation scientifique, technologique et institutionnelle. Nous voyons ici que c'est une opportunité que nous pourrions travailler pour réduire les manques et traiter certains de ces problèmes que nous avons soulignés. Il y a une variation entre la formation et la gestion de l'eau au niveau des besoins de ressources humaines. Nous devons le coût de la formation et la qualité de la formation. Lorsque nous regardons le travail qui a été réalisé par les institutions techniques, je pense que nous pourrions parler plus du travail que nous sommes en train de réaliser. Et en tant que banque, nous avons trouvé qu'il y a beaucoup de manques et de différences entre ce qui a été fait au niveau de la formation professionnelle et des besoins au niveau des différents secteurs, y compris de l'eau. Il y a des questions que nous devons travailler ensemble pour garantir que nous soutenons le renforcement des compétences dans le domaine de l'eau et de la gestion de l'eau. Et donc, le futur, qu'est-ce que fait la banque? Nous pouvons travailler ensemble. Le premier point, c'est que nous avons, comme un département, en tant que banque, nous travaillons sur les compétences pour l'employabilité, pour la productivité d'un plan d'action pour l'Afrique. Et donc, nous centrons sur des pays régionaux, les infrastructures, le développement de l'enseignement informatique technique professionnel et de l'enseignement supérieur pour promouvoir un environnement propice au niveau de ce secteur. Le deuxième point, c'est que nous travaillons comme banque au niveau du développement des directives opérationnelles de compétences qui vont devoir aider à l'intégration du développement de compétences dans tous ces projets et initiatives que la banque soutient. Et la raison pour laquelle nous faisons cela, c'est que nous devons nous assurer d'avoir les bonnes ressources humaines pour pouvoir contribuer au développement économique et à la transformation des secteurs respectifs sur lesquels nous nous centrons. Autre point est une initiative spéciale pour le développement, la gestion de la compétence pour les organisations africaines des bassins fluviaux qui vise à la gestion de ressources hydriques transfrontalières et au développement et à la construction d'opportunités de connaissances pour ces organisations africaines des bassins fluviaux pour mettre en place leur mandat. Nous sommes en train de travailler dessus en tant que banque et nous voyons ici les opportunités que nous pouvons collaborer et travailler ensemble. Mon temps est écoulé. Au niveau de l'enseignement information technique et professionnelle, nous avons donc quelques études sur les sondages et les études. Il y a une différence entre les compétences, entre la formation et les besoins industriels. Et nous devrions travailler ensemble pour renforcer et s'assurer que nous avons fournir la qualité dont nous avons besoin pour le renforcement des capacités. En conclusion, excusez-moi, je n'arrive pas à voir ma diapositive. J'aimerais dire quelque chose. Nous devons améliorer le rendement du secteur de l'eau et la gouvernance et maximiser la valeur des actifs pour renforcer un environnement propice. C'est critique. L'infrastructure de qualité d'enseignement et formation technique et professionnelle et de compétences pertinentes et de formation des professionnels dans le secteur public
est crucial pour avancer nous, au niveau de la transition et la mise à disposition de services d'eau. Nous devons encourager les gouvernements pour réaliser des efforts pour soutenir le développement des compétences, pour encourager l'accessibilité et la démocratisation de ces ressources humaines. Nous devons compter sur l'engagement des parties prenantes, surtout entre les institutions de formation et le secteur privé. Nous devons inclure toutes les parties prenantes. Et j'aimerais dire que la banque reste inébranlable au niveau de la collaboration avec toutes les parties prenantes pour soutenir le développement des compétences, améliorer la gestion de l'eau et stimuler une croissance intégratrice en Afrique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons vu que le chronomètre, que vous y étiez très dur avec vous-même pour le contrôle du temps. Et donc, c'est parfait. Vous avez mentionné au niveau de votre présentation le manque d'un environnement propice. Et merci beaucoup. Nous pensons qu'il y a un besoin de défendre l'établissement d'un cadre juridique et de mécanismes de finance et nous aimerions vous rejoindre pour transmettre ce message l'année prochaine au niveau du Forum de l'eau de Dakar. Merci beaucoup pour votre intervention et nous avons 2 questions et 2 réponses. Nous avons donc 2 questions que j'aimerais vous soumettre. La première est fait référence au nombre de personnes et aux personnes que nous devons former. J'aimerais demander à Joseph cette question de Madame Lesha Bulmer. Est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes que vous devez former et dans quelle région, quelles sont les priorités sémantiques? Est-ce que vous avez une idée de cela sur la base des études que vous avez réalisées? Vous avez réalisé au niveau avec l'accord de l'Agence française de développement. Et deuxième question, Monsieur Jacques Ganolis, qui aimerait savoir comment nous pouvons passer de la formation professionnelle pour améliorer l'application du principe de gestion intégrée des ressources en eau, surtout dans le Grand Sud. Je pense que ces 2 questions peuvent s'appliquer à vous deux. Et il y avait un commentaire par rapport à la manière de procéder au niveau de demandes financières pour la Banque africaine de développement. Donc, vous pouvez répondre en parlant d'une approche étatique. Et Chris, je vais vous demander d'intervenir. Merci. Donc tout d'abord, sur combien de personnes il faut former. Alors non seulement cette étude de l'Agence française de développement, mais aussi des études GLAS qui ont été réalisées précédemment disent bien que c'est dans tous les pays qu'il y a des besoins cruciaux. Donc en fait, face à le périmètre, où est-ce qu'il faut former, etc., c'est partout, dans tous les pays, que ce soit aussi d'ailleurs des pays développés également. Nous avons un ratio pour estimer en formation professionnelle continue le quantitatif. Et ce ratio se base généralement sur un estimatif suivant, c'est qu'il faut assurer environ 4-5 jours de formation tous les ans à tous les 2 ans, selon les contextes, pour 60 à 80% des professionnels en activité. Pour que tout le monde puisse noter, je répète, voilà, c'est que on a un estimatif, c'est 5 jours de formation environ tous les 2 ans, voire tous les 2 ans, pour 60 à 80% des professionnels en activité. Donc, pour appliquer ce ratio, dans chacun des pays, il faut comptabiliser le nombre de professionnels en activité. Donc, voilà un peu comment on cale notre quantitatif au niveau de cette formation professionnelle continue. Après, on peut avoir des études beaucoup plus fines, mais qui sont à ce moment-là des études spécialisées sur les besoins en emploi, en métier, en compétences, comme on vient d'en réaliser une en France actuellement. On appelle ça des études de développement des emplois et des compétences, EDEC en France. La filière de l'eau vient d'en faire une. Et donc, on a une vision beaucoup plus mesurée, au-delà de ce simple ratio que je vous cite, où on a estimé très précisément
exactement le nombre de professionnels dans le secteur de l'eau, quels sont les besoins en formation. Mais là, c'est des études sectorielles spécialisées. Je sais que environ en 2012-2013, je crois, dans cette période, peut-être même un peu plus tard. Oui, non, plutôt vers 2015-2016, une étude équivalente a été faite au Maroc et qui a abouti, enfin j'ai eu le rapport, voilà, donc on peut faire aussi des études sectorielles en amont de ces besoins en formation, très spécialisées et qui sont souvent très pertinentes. Pourquoi très pertinentes? Parce que dans beaucoup de pays, les données n'existent pas. Les données n'existent pas parce que justement le secteur de l'eau et de l'assainissement, il est diffus. Et donc, il y a peu de données centralisées. Et c'est pour ça que dans beaucoup de pays, il faut commencer par ces études emploi, métier, compétences, de façon à identifier le quantitatif plus précisément au-delà du ratio que je vous ai cité. Est-ce que ça répond à la première question? Oui, effectivement, tout à fait. Merci. Est-ce que tu souhaites réagir à la seconde sur l'agir? Bon, c'est évidemment un sujet important pour le RIOB, mais savoir dans quelle mesure ce renforcement des capacités peut aider à améliorer l'agir et en particulier dans les pays du Sud. Alors, j'aurais tendance à répondre déjà dans un premier temps d'une manière classique, comme tous les projets de renforcement de capacité, c'est-à-dire que si on veut améliorer l'agir, il faut bénéficier de personnels compétents et qui ont un vrai savoir-faire, voilà, sur tous les plans, que ce soit la métrologie, la gestion de projet, la communication, enfin sur tous les thèmes de l'agir que l'on peut imaginer, la gestion de l'eau par bassin versant bien sûr également, et donc identifier les besoins en compétences nécessaires, les besoins en compétences disponibles, mesurer l'écart, on appelle ça les compétences requises, et bâtir ensuite des programmes de formation, bâtir des programmes de formation qui correspondent donc à ces compétences requises, à ces compétences manquantes. Et ces programmes de formation, ce qu'on appelle dans le jargon de l'AFD maintenant des dispositifs de formation, ça peut être un plan de formation pluriannuel, ça peut être la création d'un service formation centralisé à l'échelle d'un pays qui porte la formation sur l'agir ou autre thème. Ça peut être aussi la création d'un centre de formation. Donc, il peut y avoir aussi des réponses graduées, mais voilà, aider l'agir, c'est en ayant des gens compétents et donc en comblant le gap, le manque de compétences, s'il existe. Mais il existe partout, hein, voilà, dans tous les pays et en France également. Voilà. C'est un manque permanent, d'une manière permanente, il est renouvelé au fur et à mesure du renouvellement des personnels, de toute façon. Et ça, voilà. Mais peut-être que d'autres intervenants veulent compléter cette. Yes. Maybe Andrina, do you want to take the floor for either of the two questions? So there were one on do we know how many people, where, on what specific priority we need to train? And I think maybe the second one for you would be more on the how do we apply for financial support at African Development Bank? That was one of the questions in the chat. I know we will not have submission in the chat, but if you could remind how it works. And Joseph, just if you could maybe in the chat, because I think we will lack the time, check if the figures of 700 people for West Africa in needs of education sounds right or is underestimated. Andrina? Oui, sous-estimé. Angela, vous avez la parole. Merci, merci. C'est une très bonne question. Merci beaucoup. Je ne sais pas comment répondre. J'ai déjà répondu à plusieurs de ces questions dans le chat, mais il y a une question par rapport au soutien de la Banque africaine de développement. Si vous êtes une entité privée, vous pouvez recevoir un soutien par rapport au guichet que nous travaillons. Vous pouvez demander une requête à votre pays où vous allez investir, où vous allez travailler, et ensuite à la banque. Si vous n'êtes pas dans le secteur privé, vous devez aller attendre le gouvernement. Et là, au départ, la banque travaille avec le gouvernement et avec le secteur privé. Donc, j'aimerais vous encourager en fonction du secteur que vous allez viser et donc renforcer la collaboration avec le gouvernement respectif
pour que nous puissions faire une requête via le gouvernement. Et si vous êtes du secteur privé, élaborez une proposition et soumettez-la à la Banque africaine de développement au niveau du pays, de la région, au niveau de son siège, au niveau du pays. J'aimerais souligner également que nous avons une opportunité où la banque réalise des investissements en éducation et nous pouvons travailler avec les différents pays membres pour être assurés que la formation est fournie et pertinente aux besoins. Merci beaucoup. Je vais répondre aux autres questions via le chat. Merci beaucoup. Je ne pense pas qu'il n'y a pas d'autres questions dans le chat. J'aimerais simplement arrêter ici et donner la parole à M. Félix Runao. Félix, vous avez la parole. Merci, Edouard. Et grâce Félix du RIOP. Alors, dans la seconde partie de ce webinaire, nous recevons de grands témoins pour le partage d'expériences en matière de renforcement de capacité pour divers usages de l'eau. Alors, j'ai tout de suite le plaisir de recevoir pour vous à l'ouverture Madame Waïda Mohamed, qui est directrice des ressources humaines du groupe Rand Water, qui est une compagnie de services d'eau sud-africain. Alors, Madame Mohamed, par rapport à la question du développement des capacités, quels sont selon vous les défis pour les usages municipaux et domestiques? Thank you. Okay. Good afternoon, colleagues. Bonjour, mes chers collègues. Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que vous pouvez me confirmer que tout le monde m'entend? Oui, nous vous entendons bien. Parfait. Merci beaucoup. Merci, Edouard. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes, mesdames et messieurs. Et j'aimerais simplement saluer particulièrement Eric Tardio et tous les collègues qui ont été énoncés de l'OFB et la Banque africaine et autres collègues présents. Je vois qu'il y a beaucoup d'enthousiasme et de passion cet après-midi pour s'engager dans ce secteur. Et nous sommes en train de nous engager. En termes de cadre sémantique, il serait intéressant de voir de me diriger directement à ma présentation, mais juste avant cela, j'aimerais dire que le groupe exécutif pour l'eau de l'Afrique du Sud et l'autre groupe sont très importants dans la région. Et nous allons regarder, au niveau de cette présentation, nous allons regarder ce qu'implique la formation au niveau du secteur de l'eau et comment nous pouvons changer le futur. Merci beaucoup. Première diapositive. Merci. Nous avons toujours une image très puissante. Et donc, nous allons voir des visions et des véritables photographies des défis au niveau du secteur de l'eau et de l'assainissement en Afrique du Sud. Et mon collègue, qui a parlé de la Banque africaine de développement, a parlé de ces différents points que j'ai mentionnés. L'assainissement, une image vaut 1000 mots. Et donc, voici la population, les communautés qui doivent encore marcher des kilomètres dans les zones rurales pour avoir accès à l'eau. Les jeunes filles qui doivent aller pour transporter de l'eau. Les questions de déchômage, de problèmes. Nous avons une main-d'œuvre non spécialisée. Et d'un point de vue de l'eau, c'est la gestion des pertes de l'eau. Et donc, nous ne pouvons pas oublier la rareté de l'eau dans cette région. Voici un peu, c'est une vision d'ensemble de la situation. Au niveau de l'eau et de l'assainissement, en Afrique du Sud, nous avons une législation qui développe un plan de compétences.
Et nous devons quantifier ces compétences par secteur. Et donc, nous devons, au niveau de la présentation précédente de la Banque africaine de développement, elle a mentionné également que l'eau et la gestion de l'eau n'est pas disponible en Afrique. Et j'aimerais rebondir là-dessus. Elle me dit que nous devons avoir des stratégies pour cela. Et donc, j'aimerais revenir sur ces notes. Et donc, au niveau de ces énergies, j'aimerais vous dire que les compétences et les problèmes de demande, c'est un manque de proportion. Et donc, c'est un nombre de personnes au niveau du système de livraison que nous avons besoin. Et il y a également, si vous regardez, si vous tentez de quantifier et préserver une liste de compétences critiques et rares au niveau de l'OPE, ce que vous avez c'est vous avez regardé ce que nous avons au niveau de l'eau. Si nous comptons, nous aimerions voir des hydrologues et nous avons des microbiologistes. Et donc, nous avons besoin de scientifiques au niveau de la purification de l'eau et des spécialistes, des stations hydrauliques, etc. Et donc, c'est juste un exemple pour vous de ce que notre secteur a besoin et ce qui va ressembler dans 10 ans. Et ça, ce sont les chiffres qui doivent être, personnes qui doivent être présentées et entraînées et formées au niveau des départements de l'eau et de l'assainissement avec nos partenaires et au niveau de l'académie. Si l'on regarde maintenant ce qui a été constaté sur les diapositives, nous voyons que nous avons une académie d'excellence, notamment en termes de contrôleurs des procédures. Nous avons ouvert cette académie il y a quelques années et nous avons tenté de répondre à ces besoins et à ces manquements en termes de compétences. On ne peut parler de GIR sans parler de la gestion des ressources et des compétences qui soutiendront celles-ci. En effet, il est important de mettre en place des programmes de stage, des programmes de professionnalisation, notamment en termes d'ingénieurs qui sortiraient de l'université et qu'ils soient prêts à prendre un poste. En termes également de compétences de travail, nous avons fait des formations de compétences. Nous avons mis en place des formations également sur site dans un environnement professionnel. Le développement des artisans, en effet, il est important de souligner leur rôle en termes de gestion de l'eau. Nous mettons ensuite en place des programmes de master. Il est important, bien évidemment, de gérer le nombre de formants et de former. Voici donc notre chaîne de valeur au sein de notre académie. Tel que vous le voyez, nous avons différentes personnes diplômées. Nous créons ensuite des curriculums professionnels. Nous répondons à ces besoins. Nous avons mis en place un schéma et un programme d'apprentissage dans un environnement professionnel, ce qui permet ensuite aux participants de pouvoir s'enregistrer de manière professionnelle et qu'ils soient prêts à candidater, postuler et prendre poste. Dès lors, comment répondre aux défis régionaux des secteurs de l'assainissement et de l'eau? Nous avons un projet conjoint avec l'UNESCO. Nous avons également un programme en Mozambique. Nous avons soutenu nos collaborateurs pour mettre en place une académie de formation en termes d'eau. Nous voulions en effet anticiper les besoins pour cette école régionale de l'eau, analyser donc les institutions et les besoins qui pourraient répondre et avoir une valeur ajoutée sur cette chaîne de valeur. Le but est donc d'apprendre, d'acquérir des compétences qui répondent aux exigences en eau et en assainissement. Il est important donc d'avoir les ressources humaines qui correspondent aux exigences et aux besoins de ces secteurs.
Nous avons donc identifié quels étaient les besoins, qu'il s'agisse de la gouvernance, de la science, qui contribueraient à la chaîne de valeur. Nous avions besoin également de gestionnaires généraux. En effet, à l'UNESCO, il y avait une vraie résonance en termes de la langue commune que nous parlons ici aujourd'hui, notamment lors de ce webinaire et des différentes institutions de l'eau de laquelle nous venons. Que pouvons-nous faire ensemble? Eh bien, nous sommes peut-être indépendants et je pense que un orateur a mentionné récemment que l'on est de moins en moins dépendant. On tente d'être indépendant. Toutefois, il est important d'être interdépendant afin de faire partie d'un réseau, d'une communauté. Il est important également d'avoir ces centres d'excellence. Comment le faire? Eh bien, il faut ensemble créer ce centre d'excellence, ce cercle d'excellence, ce réseau et cette interdépendance en termes de laboratoire des eaux, de stations d'épuration pilote, d'infrastructures pédagogiques. Nous avons même créé des programmes internationaux d'échange au niveau académique. Nous devons également répondre à l'école d'innovation régionale. Quels sont les messages clés donc à retenir de cette présentation? Eh bien, une nouvelle normalité existe. En effet, nous avons appris que le futur n'est pas continu, il est différent. Il est important donc de naviguer et de s'habituer à cette évolution. Et nous allons, à la fin, réussir. Toutefois, cela demande une coopération incroyable. En effet, vous pouvez aller sur Google et constater notamment les nouvelles technologies qui ont émergé en matière d'eau ou en matière d'assainissement. Il y a également différentes politiques et réglementations qui ont émergé ces dernières années et qui répondent à ce changement mondial vers les ressources d'énergie renouvelables, les initiatives vertes, le changement climatique, les avancées technologiques et autres. Merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire avec mes différents collègues. Merci de m'avoir donné l'opportunité, Monsieur Eric Tardieu et Monsieur Prono, de m'avoir cédé la parole aujourd'hui au nom du RIOB. Merci beaucoup. Oui. Merci, Madame Mohamed. Nous avions compris les défis, il en existe bien et de grands. Et évidemment, la 4e révolution que vous aviez évoquée, qui impliquera certainement de nouvelles technologies de gestion de l'eau et des déchets, ainsi qu'une requalification de la main-d'œuvre. Merci bien à vous. Je me tourne à présent vers Monsieur Yofre Ramon Mendoza Zambrano de l'Équateur. Il est le représentant principal des usagers agricoles au sein du Conseil de bassin de Porto Viejo. Monsieur Zambrano, à l'échelle des bassins et pour les usages agricoles, pouvez-vous nous dire comment le renforcement de capacité et la formation professionnelle peuvent améliorer la gestion actuelle des ressources en eau? Can I just ask her explain what you do for capacity development? Monsieur Zambrano. Señoras y señores, reciban un cordial saludo de quienes hacemos el Consejo de Cuenca del Río. Mesdames et messieurs, je vous salue de notre région. La question, c'est la traite ici, c'est le besoin de renforcement des capacités pour l'utilisation agricole des ressources hydriques. C'est un témoignage depuis l'expérience. Je suis José Mendoza Zambran, je suis représentant du secteur d'arrosage du conseil du bassin du Rio de Porto Viejo. Vous voyez ici où nous sommes. Notre pays, l'Équateur, se trouve sur le continent américain, en Amérique du Sud. Et donc, la province de Manami, c'est là que nous allons parler de ces bassins et de la bassin du fleuve Porto Viejo.
Au niveau du contexte général, la production agricole dans le bassin du fleuve Porto Viejo se développe dans des contextes rustiques où il manque de la technologie, de la formation et de la capacitation technique, ce qui la rend vulnérable par rapport à des contextes de sécheresse et d'inondation et de baisse de fruits qui ne permettent pas de développer le secteur de pêche et en utilisation des ressources hydriques liées à ce secteur. Et donc, l'image du centre, vous pouvez observer comment vous voyez au niveau des inondations, où se trouvent les inondations, les sols et l'arrosage. Quel est l'utilisateur agricole? Il manque parfois des questions. Quelles sont les cultures? Où et comment et quand? Il faut identifier les cultures adaptées au contexte, l'utilisation et la conservation des sols et respecter les cycles de culture et les périodes climatiques. Il faut observer également sur ces diapositives les cultures qui ont été utilisées par rapport au changement de l'utilisation du sol. La fonction agricole vise à la souveraineté alimentaire. Et c'est du pâturage, du riz, du maïs, du citron et de la banane. Mais maintenant, il y a du changement au niveau de ce sol et on parle plus maintenant de pitaya et de production de pâturage. L'érosion des sols pour la perte des eaux au niveau des zones agricoles sont très graves et la méthode de culture est obsolète, ce qui augmente l'érosion des sols et la perte d'eau, et ce qui implique une réduction de la productivité des cultures. Les forêts sont très affectées par l'abattage et par conséquent la capacité de l'eau et du sol et de l'eau dans la conservation de la couverture végétale sont réduites par les activités dirigées à augmenter la frontière agricole et dans certains domaines pour le surpâturage. Vous pouvez voir ici avec ces images une partie où il y a une érosion et le type de culture auquel nous faisons référence. Au niveau de l'arrosage, nous avons un système d'arrosage, des écoles d'arrosage pour les agriculteurs et nous sommes en train d'impliquer un nouveau système d'arrosage technique et un système d'arrosage antitechnique. Nous avons deux défis pour lesquels les capacités humaines sont essentielles. Choisir la technologie la plus adaptée aux possibilités du territoire et les utilisateurs, optimiser l'utilisation de l'eau par une utilisation appropriée des ouvrages hydrauliques d'arrosage avec des limites de perte. Et c'est aussi une autre question très importante pour nous. Pourquoi l'utilisateur utilise des produits agrochimiques? Est-ce qu'il est dépendant au niveau des produits agrochimiques pour sa production agricole? C'est un manque de connaissances bien souvent. Et bien souvent parce qu'il y a un besoin de production et de revenus et de recettes pour les moyens d'existence. Et qu'elle soit une alternative viable, intégrée dans un seul document, la planification, les demandes et intérêts de la population qui est basée dans le territoire de le bassin avec des mesures d'éducation environnementale. Renforcer la capacité institutionnelle et les ressources humaines et financières de chacune des gouvernements, des municipalités locales et provinciales au niveau du territoire du bassin destinés à mettre en place des plans sur mesure et garantir la participation des différents secteurs de production sociaux et institutionnels dans la gestion de la communauté des gouvernements autonomes décentralisés du bassin de Rio Porto Viejo pour contrôler la pollution. Nous devons renforcer la capacité des agriculteurs par rapport à l'utilisation extensive qu'ils font des produits agrochimiques. La capacité d'organisation, nous l'avons en 2 points, un niveau de production et un niveau de la commercialisation. Et nous avons donc deux parties. Comment assurer un fonctionnement durable de l'infrastructure collective, ainsi comme une bonne administration, une viabilité économique du conseil d'administration. L'arrosage est une activité collective qui a besoin d'une organisation appropriée et qui s'adapte aux nécessités et est durable. Renforcer la capacité de l'utilisateur est inefficace si on ne renforce pas les capacités de son conseil d'administration. À niveau de la commercialisation, comment garantir l'accès à un marché viable avec une valeur ajoutée pour le producteur du cycle court et international? La connaissance des chaînes de valeur et la capacité de réponse du marché est un défi fondamental pour l'amélioration de la qualité de la production et la définition de bonnes stratégies territoriales. Une proposition d'organisation.
Il faut adapter au niveau des propriétés d'agriculteurs des zones de démonstration destinées à réveiller l'intérêt des agriculteurs, mais qui servent également aux étudiants et aux citoyennetés en général, pour qu'ils peuvent promouvoir et connaître les avantages de la production agroécologique. Établir des modalités de diffusion de pratiques agroécologiques qui peuvent être appliquées aux réalités sociales, environnementales et culturelles des différentes zones rurales du bassin. Encourager l'élaboration de bioactifs agricoles destinés à consolider les systèmes de production agroécologique existants et que nous devons répliquer sur d'autres espaces. Les défis de renforcement des capacités et de solutions identifiées. Nous devons renforcer les capacités des utilisateurs des associations d'arrosage de manière théorique et pratique au niveau de l'utilisation adéquate de l'utilisation de fertilisateurs au niveau des cultures de cycle court et pérenne pour éviter la contamination et la pollution des nappes au niveau des fleuves. Introduire aux utilisateurs les techniques d'amélioration, d'organisation de production et d'arrosage technifié et un bon usage des sols. Et créer une stratégie pour le producteur agricole pour qu'il puisse développer des méthodologies de culture écologiques. Qu'est-ce que nous attend de l'utilisateur du bassin? Comment faciliter l'émergence d'une vision d'en amont jusqu'en aval? Il y a un instrument de participation. Regardez l'articulation des acteurs. Nous avons donc un administratif où nous allons voir l'administration des acteurs et des utilisateurs de ce bassin pour établir des mécanismes de coopération, de formation et de financement et pour financer des projets hydriques pour la conservation des écosystèmes fragiles où naissent les sources d'eau au niveau des montagnes. Et nous devons planifier le bassin au niveau un plan de bassin et un plan de mesure qui a été préparé par le Conseil et visé par le ministère de l'eau et des transitions écologiques. Nous pouvons voir ici que nous avons une organisation de ce secteur des bassins, des différents bassins. Nous avons donc les relations avec les bassins au niveau de la planification et les différents secteurs qui sont impliqués. Nous avons le secteur de production, de l'eau potable, d'arrosage, le gouvernement autonome, décentralisé, provincial et les universités ou les écoles polytechniques, qui sont les institutions académiques. Au niveau de ma conclusion, nous avons donc d'amont vers l'aval, nous avons la vision du bassin. Son rôle est de participer à l'organisation. Et donc un plan, un programme qui a été préparé par le Conseil et animé par le ministère de l'Environnement et de l'eau et de la transition économique. Au niveau des capacités d'organisation, production et commercialisation, nous parlons ici des deux parties, au niveau de la production et de la commercialisation. Nous posons ces deux questions. Et nous aimerions dire que c'est une entité collective qui a besoin d'une organisation appropriée en fonction des besoins pour renforcer la capacité de l'utilisateur et donc sans renforcer les bassins. Et au niveau de la commercialisation, et donc c'est pour l'amélioration de la production et la définition des bonnes stratégies territoriales. Et au niveau de l'utilisation des produits agrochimiques et de la pollution, c'est un des points que nous travaillons. Et nous dépendons énormément des produits agrochimiques et de la pollution de nos eaux et de nos sols. Et c'est pour cela que nous devons opter pour des alternatives comme la production agroécologique. Au niveau des systèmes d'arrosage, au niveau de l'optimisation d'utilisation de l'eau, nous devons nous adapter au territoire et aux utilisateurs. Et donc, pour une utilisation adéquate de ces centrales et limiter les pertes d'eau. Utilisation de l'eau, du sol. Notre production était spécifiquement pour la souveraineté alimentaire, mais aux différentes formes de production, nous avons changé cette utilisation du sol.
Et nous voyons donc d'autres types de cultures, tels que les types agro-industriels et les changements. Et ces changements nous ont donné l'utilisation totale du sol. Et donc, j'aimerais vous remercier, toutes vos organisations qui ont rendu possible cet événement, la RIOB et l'Organisation des bassins fluviaux, l'Office international de l'eau, et qui ont rendu possible cet événement et qui nous ont donné l'opportunité de pouvoir présenter au monde ce qui existe en Équateur et ce que nous faisons. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, M. Zambrano. Nous avions compris que la mise en place des mécanismes d'éducation environnementale sont très importantes pour l'amélioration de la gestion de l'eau au niveau de votre bassin. Sans transition, nous allons nous tourner vers notre troisième intervenante. C'est Madame Florence Broca. Elle est conseillère en environnement et eau chez Total Énergie. Madame Broca, qu'est-ce qui se fait à Total Énergie par rapport à la formation des cadres sur les questions relatives à l'eau? Oui, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors, je pense que c'est bon, le partage. Donc effectivement, je suis Florence Brocard, déléguée environnement au sein du département environnement du groupe Total Énergie. Et donc, je vais vous présenter là, la manière dont nous gérons les compétences et formations en environnement avec un focus sur l'eau. Alors voilà, je vais d'abord vous présenter rapidement la compagnie Total Énergie, puis je vais donner quelques données sur l'eau, et puis je passerai à la présentation à l'explication du projet donc sur les compétences et les formations côté environnement, et plus spécifiquement avec quelques exemples dans le domaine de l'eau et de la biodiversité. Alors Total Énergie, notre ambition, c'est être la majeure de l'énergie responsable, avec une volonté d'offrir une énergie propre, fiable et abordable à un maximum de personnes. On est présent dans 130 pays et engagé dans la transition énergétique avec des investissements ces dernières années assez massifs dans le renouvelable, notamment le solaire et l'éolien. Là, vous avez une vue globale de nos activités. Donc en bas, vous pouvez voir la production de pétrole, de gaz naturel et de renouvelables. Et puis, lorsqu'on monte dans le schéma, la transformation de ces énergies dans nos raffineries, dans nos usines pétrochimiques ou dans nos centrales gaz. Et puis enfin, la distribution de ces énergies. Donc vous voyez le logo Total Énergie avec qui est un nouveau logo. Fin mai, nous sommes passés de Total à Total Énergie, avec effectivement l'explication des couleurs. Donc on part de nos origines qui sont le pétrole pour aller vers le gaz, l'électricité et arriver vers le vent et l'éolien et le solaire. Donc on est organisé en 4 branches différentes. Donc vous avez l'exploration-production qui vise à extraire finalement le pétrole et le gaz, le raffinage et chimie avec les raffineries et les usines pétrochimiques. Marketing and Services, c'est la distribution de produits pétroliers et de mobilité électrique aux clients. En général, les gens connaissent plus Total et donc maintenant Total Énergie par les stations-service. Et GRP, donc, qui vise à produire l'électricité et à distribuer aux clients finaux. Et donc là, j'ai fait un focus sur les grosses installations du raffinage et chimie. Et pourquoi cette branche-là finalement? Parce qu'on parle d'eau et que le raffinage chimie correspond à 90% de nos prélèvements d'eau douce aujourd'hui. Alors justement, je vous parlais déjà un petit peu de chiffres. Si on va dans le détail, vous voyez à droite en fait, c'est une communication qu'on a fait en interne au sein de Total lors de la Journée mondiale de l'eau, donc le 22 mars, avec les chiffres de 2020. Donc, on a prélevé en 2020 105 millions de mètres cubes d'eau douce. Et vous voyez dans le camembert à droite ce que je vous disais, 90% de ces prélèvements sont pour le raffinage chimie.
Alors, qu'est-ce qui fait le raffinage chimique de toute cette eau? Vous voyez, il y a deux principales utilisations. C'est refroidir, d'une part, et créer de la vapeur, d'autre part. Après, on a d'autres usages qui sont l'eau incendie, l'eau de nettoyage, les eaux sanitaires, mais qui sont effectivement moindres. Et puis, on a des utilisations aussi très spécifiques pour l'exploration, production, pour le maintien de pression dans le réservoir, mais qui est d'ailleurs essentiellement fait par l'eau de mer pour les installations offshore. Donc ça, c'était prélèvement d'eau douce. Pour la partie rejet, on suit au niveau groupe la concentration en hydrocarbures de nos rejets. Et vous voyez qu'on a une situation vraiment très différente selon les sites, avec les gros sites comme les raffineries qui vont avoir 3 niveaux de traitement finissant par un biologique pour finir avec des rejets qui sont effectivement à des niveaux très bas et conformes aux réglementations. Et puis des sites beaucoup plus petits, comme une station-service en ville qui va être liée directement au réseau public, avec des usages de toute manière là essentiellement sanitaires. Alors cette présentation étant faite, je passe au sujet qui nous concerne le plus, les compétences et la formation. Donc au sein de Total Energy, on a une plateforme online qui s'appelle Easy, qui regroupe l'ensemble des formations disponibles pour tous les employés. Donc, ce n'est pas que HSE, il y a du RH, du technique, du commercial, du développement personnel, on a vraiment de tout. On a de plus en plus de e-learning, donc qui sont plus des sensibilisations, où là, il n'y a pas besoin de s'inscrire, on peut les faire comme on le souhaite finalement. Et puis des formations, alors depuis l'année dernière, de plus en plus distancielles, mais aussi présentielles, bien sûr, où là, il y a une inscription qui est nécessaire. Et donc, en général, c'est fait à la fin de l'année lorsqu'on fait des réunions, enfin des évaluations, j'allais dire, de performance de l'année et qu'on évalue les compétences manquantes et on peut aller piocher dans ce catalogue de formation pour rechercher la formation adéquate. Soit pour combler un vide pour le maintien en poste, soit aussi pour préparer une évolution et donc avoir une compétence pour son futur poste. Donc ça, c'est en général. Côté environnement, on a lancé un projet il y a quelques années qui visait essentiellement, bon, c'était surtout une question RH, mais l'objectif c'était essentiellement pour l'ensemble des collègues environnement du groupe. Vous voyez, on a environ 400-500 personnes qui travaillent à 100% sur l'environnement et pour qu'ils aient finalement, pour leur offrir des perspectives lisibles et transparentes et claires. Et donc, pour que ce personnel environnement puisse évaluer leur niveau de compétence et puis aussi connaître le gap finalement de leurs compétences par rapport aux compétences demandées pour un poste qu'ils visent, un poste souhaité. Et donc, ensuite, on a travaillé sur ce gap qui peut être finalement rempli par des formations. Donc, le projet, bon, on utilise les outils existants au sein de Total Energy. On a retravaillé ce qu'on appelle les macro-compétences environnement, qui sont des compétences vraiment très génériques, comme les enjeux environnementaux, gestion environnementale, études, donc vraiment très, très général. Et on a surtout travaillé sur des micro-compétences, donc c'est des compétences qui sont vraiment dédiées à chaque domaine. Donc il y en a une notamment sur l'eau, il y en a une sur la biodiversité, et ainsi de suite. Et ensuite, pour chaque type de poste, pour chaque typologie de poste environnement, on a défini les niveaux de compétences requis pour chacune de ces 14 compétences. Alors, les niveaux, ils sont ici, ça va du 1 au 4, le 0 étant pas de connaissance du tout, donc on n'a pas ce niveau-là pour un public environnement à 100%. Et donc l'objectif, c'était d'avoir des formations, de trouver des formations qui soient adaptées au niveau 1, 2, 3, sachant que le niveau 4, le niveau référence, ce sont finalement une population très restreinte au sein de Total Energy, et c'est surtout une population qui, on considère, n'a pas besoin de formation ou des formations tellement spécifiques, c'est plutôt finalement ces gens-là qui font les formations. Donc on s'est focalisé sur les niveaux 1 à 3. Alors, si je prends l'exemple de l'eau, donc on a une compétence, je vous le disais, sur la gestion de l'eau.
Bon, vous voyez, c'est beaucoup de choses, mais c'est un peu, c'est les niveaux de compétences qu'on a essayé de définir avec, par exemple, le niveau basique, c'est il faut que la personne ait une connaissance sur les différents polluants de l'eau, les enjeux de la ressource en eau, une compréhension des paramètres, une compréhension aussi des méthodes de traitement. Et puis après, plus on monte, effectivement, plus on demande de niveau et plus on demande de compétences. Et donc, si je prends donc cet exemple-là, pour les formations, on a essayé d'identifier des formations sur le marché. On en fait assez peu en interne qui répondent finalement à chacun de ces compétences et chacun de ces niveaux. Donc, pour le niveau basique, on a une formation là qui est sur les enjeux de l'eau dans le secteur oil and gas, sachant que c'est réalisé par les PIECA, c'est une organisation environnement des oil and gas dans laquelle nous participons. Donc, on est en train de créer une formation water peer-to-peer. Et puis une autre formation identifiée sur le cycle de l'eau qui est vraiment donc, très générale pour avoir des connaissances et une vision générale sur l'ensemble du cycle de l'eau. Et puis au niveau pratique, on a des formations qui sont plus spécifiques pour la connaissance des unités de traitement des eaux, pour la gestion des odeurs, et puis après pour le monitoring, l'interprétation des résultats, etc. Ces formations, en fait, il est important pour nous que dans le catalogue, on ait des formations anglais-français avec des organismes anglais et français aussi. Et alors, un autre exemple sur la biodiversité, là, c'est un parcours de formation qui est abouti et qui a abouti notamment suite à l'ambition biodiversité qu'on a dévoilée en septembre 2020, avec au niveau basique une présentation des concepts de biodiversité par la MNHN, qui est le Musée national d'histoire naturelle, basé à Paris, et puis des formations au niveau pratique qui sont là pour connaître le standard IFC, donc plus pour les projets, avec une formation aussi sur plus pratique pour les sites existants. Et puis si on va encore dans la maîtrise, là c'est vraiment une formation qui se focus sur le chapitre de standard IFC qui concerne la biodiversité et qui est le PS6. Donc voilà comment on a travaillé. Ce que je dirais en conclusion, c'est que c'est un catalogue qui se veut aussi en mouvement. C'est un catalogue qui ne peut pas être figé, qui est forcément en amélioration constante. On va l'améliorer en trouvant de nouvelles formations. On va l'améliorer aussi avec le retour des participants. Et donc voilà, c'est une formation à l'instant T, un catalogue à l'instant T qui pour nous est dédié à être amélioré de manière constante. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis disponible pour des questions. Merci. Merci Madame Voka. C'était très intéressant comme présentation sur les catalogues. On a compris qu'au niveau de Total Énergie, ce n'est pas seulement basé sur les questions énergétiques, mais ça prend en compte énormément les questions environnementales à travers votre projet sur les compétences environnement pour donner des perspectives claires sur les fonctions qui sont liées. Nous allons continuer alors cette partie donc, de notre webinaire en recevant pour vous maintenant Madame Virginia Barbancho Dominguez, membre de l'équipe du secrétariat technique permanent de la conférence des directeurs ibéro-américains de l'eau. Madame Barbancho, quelles sont les principales réalisations du programme de formation ibéro-américain? Hola, buenas tardes y muchas gracias. Bonjour à tous et à toutes et merci beaucoup à Edouard et à Eric Tardieu pour l'opportunité qui m'a été donnée de participer à cette session pour vous expliquer un peu le programme de formation ibéro-américain en matière d'eau que nous sommes en train de développer. Je vais partager mon écran si vous me le permettez. Nous allons faire un petit parcours pour le programme de formation ibéro-américain
voir un peu sa formation et quels sont les résultats les plus probants. Pour les contextualiser, nous sommes au niveau de cette journée, le développement des compétences est un pilier de travail fondamental pour pouvoir garantir la disponibilité de l'eau, une gestion durable et un assainissement très important au niveau de l'objectif 6 de l'objectif de développement du millénaire. Ce point de vue était déjà partagé depuis sa fondation au niveau en 2001. Cette conférence a commencé avec l'appui de 22 pays du continent américain et une série d'engagements par rapport à la représentation institutionnelle et au sommet ibéro-américain des chefs d'État pour déterminer des lignes d'action et avec des composants très clairs qui ont trait au développement des compétences dans le secteur de l'eau. Et c'est précisément pour donner plus de volonté à ce développement de compétences qu'en 2008, nous avons créé le programme ibéro-américain de formation qui a été approuvé au niveau du sommet. Et cela a commencé comme un programme de formation qui recevait les 22 pays d'Amérique latine et qui jusqu'à présent a réussi à réaliser plus de 150 activités en 3 années, des ateliers, des séminaires de haut niveau, etc., des journées, etc. Le programme ibéro-américain de formation est par conséquent l'une des lignes de travail qui a le plus de visibilité de la CODIA. Et donc, nous misons sur le développement des compétences. Nous avons donc établi un organe de direction qui se forme de 4 pays. Et donc, ces postes vont être renouvelés annuellement ou tous les 2 ans. Au niveau du panel de coordination, il y a une représentation également du programme hydrologique et intergouvernemental de l'UNESCO, une représentation de l'Agence de coopération espagnole et une représentation de la secrétariat technique permanente de la CODIA. Ce panel de coordination est responsable d'approuver le programme annuel de formation sur la base des propositions et des moyens qui sont mis à notre disposition par nos partenaires stratégiques et les centres d'excellence avec lesquels nous collaborons. Une fois que c'est approuvé, le programme annuel de formation est envoyé au secrétariat technique permanent de CODIA qui se charge de son exécution et qui se charge de revenir au panel de coordination pour l'évaluation annuelle par rapport à la mise en place de cette exécution. Et le programme ibéro-américain de formation, au jour d'aujourd'hui, se base sur 3 domaines thématiques. La sécurité hydrique et les événements extrêmes, approvisionnement et assainissement, planification de la gestion intégrée des ressources hydriques. Plus concrètement, le programme annuel pour la période 2021 jusqu'au prochain CODIA dispose de 27 propositions, dont 13 sont déjà en train d'être développées. Et ces propositions traitent sur un des objectifs de développement durable des Nations Unies, sur la gestion intégrée et l'accès aux services d'assainissement et d'hygiène, l'amélioration de la qualité de l'eau, mais surtout, l'objectif sur lequel nous centrons le plus a trait au 6.5, qui est la planification et la gestion intégrée des ressources hydriques. Et c'est ici que nous sommes en train de mettre tout notre travail. Et nous avons donc déjà programmé un cours de 8 semaines qui va commencer le 13 décembre sur la gestion intégrée des bassins, qui est destiné aux membres des bassins. Suivons. D'autre part, par rapport au PFI, autre manière de l'envisager, c'est la manière dont il a compris cette session.
la CODIA, nous avons toujours compris que la formation n'est pas simplement la simple transmission de connaissances, c'est la création de réseaux, d'échanges d'expériences, de coopération entre professionnels du secteur de ces 22 pays qui le composent et également de détection de besoins. Et il n'y a personne de mieux placé qu'un professionnel ou un groupe de professionnels pour également te dire également quels sont ses besoins en matière de formation. Ce point de vue offre de très bons résultats par rapport aux matériaux générés. Grâce à ces forums d'échange d'expériences et participatifs, la CODIA a pu publier plus de 20 publications basées sur des matériaux qui venaient des cours de formation, comme par exemple le manuel de travail et différents sujets qui ont été sur lesquels nous avons travaillé. Et ces matériaux, je vais les mettre dans le chat, sont disponibles sur le site web de la CODIA au niveau des produits CODIA pour que quiconque puisse y avoir accès et puisse le télécharger. Autre résultat de résultats créatifs, ce sont les intrants qui ont été générés par l'analyse des indicateurs de l'ODS 6, l'ODD 6 et offrir une route d'assainissement. En résumé, nous pouvons dire que l'une des caractéristiques principales du PFI, c'est son point de vue de collaboration. Et donc, nous pouvons, donc, au niveau de l'exécution et de la réalisation, nous basons sur le caractère participatif de la formation en soi. De plus, autre caractéristique que nous tentons de consolider quotidiennement, c'est une forte orientation au résultat qui nous permet d'ouvrir des espaces dans d'autres endroits. Et pour conclure, un petit passage en revue des résultats sur lesquels nous avons le plus travaillé et qui ont eu trait avec le programme ibéro-américain de formation. D'une part, il faut souligner que les apports qui ont été réalisés aux analyses des indicateurs. La CODIA est chargée de réaliser des analyses en profondeur sur le degré d'intervention et de réalisation de 6.2 et 6.1 et des ressources hydriques au niveau des bassins transfrontaliers également. Et pour générer, nous avons élaboré un rapport, nous avons organisé l'organisation de dialogues techniques et de séminaires de haut niveau qui ont permis d'avancer et d'améliorer le contenu de ces rapports. Au niveau du 6.5.1 et 6.5.2, c'est en développement. Le 6.5 a déjà été accepté. Au niveau du travail, nous utilisons des espaces, l'espace de formation ibéro-américain qui génère des résultats par rapport à l'analyse d'indicateurs et au niveau des objectifs 6.4 et 6.3. Autre résultat intéressant, programme ibéricain de formation de la CODIA, à la feuille de route d'assainissement et d'eau qui a été approuvée en 2018 et qui a été lancée après la reconnaissance de nos besoins de générer un cadre commun d'entente sur les objectifs de qualité d'eau et des écosystèmes aquatiques de la région. Ces besoins se sont matérialisés au niveau des dialogues techniques, de l'intégration de la planification sectorielle. Et sur la base de ceci, nous avons approuvé une feuille de route qui est 5 lignes d'intervention qui est en plein développement actuellement. Et donc, une de ces lignes est le renforcement des capacités des professionnels et qui est actuellement en place. Il y a, au niveau de la renforcement des capacités des professionnels, un atelier il y a 2 semaines. Nous avons tenu un atelier virtuel de réglementation des déversements et d'eau usée. Et à la fin du mois de juillet, nous allons avoir un atelier virtuel sur la planification sectorielle.
Pour résumer, nous pouvons dire que la CODIA a une très longue histoire au niveau de conception et de l'exécution de formation de programme au niveau de l'eau et que cette expérience peut nous être très utile pour d'autres initiatives formatives, comme par exemple la création d'un futur programme de renforcement des capacités méditerranéennes qui est promu par le Conseil des pays méditerranéens et qui vise à le mettre en place. Et nous devons également mettre cette expérience être très utile par rapport au niveau de l'ODD 6 qui a été lancé et surtout son composant 3 au niveau du développement des compétences. Et la CODIA met à disposition de l'ONU-O tous ces outils pour que nous puissions améliorer et atteindre l'objectif du cadre accordé. Et j'en ai terminé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Madame Barbanchot, pour cette présentation. Nous retenons bien de points très intéressants et très importants ce qui concerne la gestion des ressources en eau, notamment la définition de la feuille de route pour l'assainissement et l'épuration. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Pour l'invitation et l'espace que vous m'avez concédé. Merci. Merci à vous aussi, Madame Barbanchot. Alors, je disais que nous retenons des points très intéressants de votre présentation et notamment la définition d'une feuille de route pour l'assainissement et l'épuration et l'élaboration d'un rapport sur les indicateurs des objectifs du développement durable, notamment les points 6.5.1 et 6.5.2 et le maintien donc des dialogues techniques donc, entre les pays qui interviennent au sein donc, de la CODIA. Alors, nous allons à présent nous tourner vers les participants et les questions, les préoccupations qu'ils ont par rapport aux différentes interventions de nos intervenants. Alors, tout de suite, nous avions une première question que nous adresserons à M. Zambrano. C'est de M. Fawzi Arouchi de la Tunisie qui demande à savoir les techniques de conservation des sols, des eaux et des sols appliquées au niveau d'un bassin versant afin de bien collecter, de gérer l'eau et de protéger les sols. Monsieur Zambrano, vous avez la parole. Hola, sí, ¿cómo les va? Bonjour, oui. Nous sommes en train de lancer la procédure de renforcer les capacités des collègues pour qu'ils puissent changer et dignifier les améliorations des ressources hydriques. Un des points, c'est que nous faisons des brûlages, le brûlage des cultures. Nous avons l'utilisation des conteneurs également, des produits agrochimiques. Nous sommes en train de changer également la forme de production. Nous sommes en train de tenter de tourner vers l'écologie. Il y a des collègues qui sont en train de produire agroécologique et utilisent beaucoup de produits organiques. Ils sont en train de changer la technique et l'utilisation des ressources hydriques. J'espère avoir répondu à votre question. Oui, merci M. Zambrano pour la réponse apportée à la question de Fawzi. Nous espérons que M. Fawzi a eu des réponses favorables, des réponses satisfaisantes par rapport à la question qu'il a posée. Nous voyons que M. Géroncio lève la main pour prendre la parole. Nous souhaiterions bien qu'il laisse sa question au niveau du chat et nous allons le transmettre aux intervenants. Sí, buenos días con todos los asistentes a esta. Bonjour à tous et à toutes pour cette énorme opportunité et savoir un peu plus des ressources hydriques et des cultures au niveau du monde. Nous, ici, nous avons une inquiétude énorme parce que Manabí est une province côtière qui est hautement déforestée pour faire une agriculture agressive. Et ce qui existe actuellement, ce sont des petits restes de petites forêts primaires
J'ai écrit quelque chose au niveau de chat de par cela et ces petites forêts sont au niveau de la cordillère Costa Negra qui traverse notre territoire du nord au sud et qui constitue notre mur de blocage parce que ces restes de forêt primaire sont constitués des zones de ressources et de collecte de ressources hydriques. Et donc, l'augmentation de la frontière agricole est en train de faire disparaître ces rémanents de forêts vierges, forêts primaires. Et donc, c'est dû à l'agriculture de masse. Oui. Okay. Merci, Monsieur Géroncio, pour votre intervention. On aura compris qu'il existe un important lien entre ces différentes ressources et avec les différentes interventions donc des intervenants, des techniciens au niveau du bassin, les questions environnementales seront à long terme résolues ou résorbées. Alors, nous allons essayer de passer maintenant la parole à un autre intervenant parce qu'il y a une question qui nous est venue sur les forages. Il s'agit de savoir s'il existe des mécanismes de soutien financier ou de renforcement des capacités des structures ou des ONG qui œuvrent dans le domaine des forages. Ça nous vient de M. Yameogo. Oui, donc nous-mêmes, à l'Office international de l'eau, nous réalisons des formations sur le diagnostic, le vieillissement, la réhabilitation des forages d'eau, la réalisation, l'exploitation et la maintenance des forages d'eau également. Après, est-ce qu'il existe des dispositifs de financement spécifiques? Nous accueillons en fait des groupes de stagiaires à l'international où nous allons dans les différents pays faire ce genre de formation. Ces programmes sont soutenus par des bailleurs. C'est une thématique importante, le forage d'eau. Mais il n'y a pas de programme spécifique dédié à ça. Il faut s'adresser certainement aux différents bailleurs de fonds dans les différents pays, soit en bilatéral ou en multilatéral. Et donc essayer d'identifier des financements potentiels. Mais potentiellement, tous les bailleurs de fonds sont intéressés pour soutenir ce renforcement de compétences sur les forages. D'accord. Merci, M. Joseph, pour votre intervention. Merci également pour le message de M. Fauzi, qui pense qu'il est temps de maintenant bien gérer nos ressources en eau, pas le sol. Nous ne voyons plus de questions dans le chat de la part de nos participants. Nous allons peut-être laisser quelques minutes pour voir s'il y a d'autres questions pour nos intervenants. Sinon, nous allons essayer de passer la parole à M. Edouard pour qu'il puisse en transition passer la parole à M. Abou Amani pour la conclusion. Merci Félix. Et merci à tous nos intervenants pour vos présentations qui nous ont permis de faire le tour, je le pense, de la question et aussi d'un point de vue géographique. Merci à tous. Merci aussi aux participants pour leurs questions dans le chat. Et Abou, ça nous fait très plaisir, bien entendu, de pouvoir d'avoir pu organiser ce webinaire en partenariat avec l'UNESCO. Et je te laisse donc la parole pour la conclusion. Merci. Thank you, Edouard, and good afternoon, colleagues. Merci Edouard, et bonjour à tous et à tous mes collègues. Ce n'est pas facile de venir après des interventions très riches et très intéressantes par rapport à le renforcement des capacités. C'est un difficile exercice pour moi. Nous avons eu de très bonnes présentations, des exemples concrets qui venaient de l'utilisation nationale, domestique, agricole, qui a donné l'exemple au niveau de l'Amérique latine. Mais pour moi, je pense que je peux tenter d'identifier certains éléments importants. Le premier il est très clair
C'est sorti de toutes les présentations qu'il y a un manque de compétences qui est un facteur de limite au niveau du secteur de l'eau, au niveau et secteurs associés au niveau de l'agriculture, de l'énergie, comme ça a été souligné par toutes les présentations précédentes. L'eau doit être considérée comme un investissement productif. C'est très important. Si vous construisez si vous renforcez vos compétences, c'est un investissement. Comme nous l'avons dit, pour le CODIA, l'ONU a déjà un programme de développement d'eau comme un élément clé pour obtenir l'objectif de développement durable numéro 6. L'accélération du travail est requise, un travail sur 5 piliers et un qui est basé sur le développement des compétences. Les finances, la disponibilité des données, l'innovation et la gouvernance sont les autres piliers. Et la raison de ceci, c'est que nous savons tous que l'ODD 6 est hors route. Et si nous devons considérer une sorte de trajectoire, nous ne pouvons pas trouver de trajectoire pour l'ODD 6. Et donc ce cadre vise à accélérer la mise en œuvre. Au niveau de l'UNESCO, nous pouvons en tirer certaines conclusions. Et à ce niveau, le plan de stratégie au niveau du programme est donc venu avec 5 priorités, avec une priorité complète dédiée aux indications de l'eau et au niveau de la disponibilité qui a été incluse parce que nous devons regarder l'eau dans le sens large du terme. C'est un élément naturel qui est lié à la nature et aux humains. Ça, c'est le premier message au niveau de la nécessité indispensable pour le développement. Le deuxième message que je peux souligner également au niveau des différentes interventions est que l'éducation devrait être considérée au sens le plus large du terme. Beaucoup de nos discussions sont centrées sur la formation professionnelle, mais nous devons considérer l'éducation de l'eau au niveau plus large. Et nous devons regarder toutes les questions liées à l'enseignement via ce spectre. Nous devons regarder depuis l'école primaire jusqu'à l'école d'enseignement supérieur, et nous devons regarder également les formations communautaires. Les communautés sont très, très importantes. Si vous mettez un système de livraison d'eau au niveau communautaire, vous n'avez pas vraiment de chance d'avoir un système durable si vous n'avez pas de formation qui suit. Et c'est un autre message. Et lié également au niveau de type de formation que nous devons donner. Nous devons donner formel, un cadre formel et un cadre non formel. Ça, c'est un groupe de deuxième message. Le troisième message traite la complexité du secteur de l'eau. Nous avons vu, c'est la présentation, qu'il y a une grande variété d'intervenants au secteur de l'eau. Et si vous considérez cela, l'eau se connecte à d'autres secteurs. L'agriculture, l'énergie, l'industrie, l'environnement. Et c'est un élément que nous devons considérer lorsque nous mettons en avant la formation. Et donc, le contenu de la formation doit être un résumé de cette interconnexion et cette complexité de l'eau et des autres secteurs pour que nous puissions élaborer un programme sur commande
personnalisé pour être destiné aux bénéficiaires. C'est très important. Je pense qu'il faut insister sur ce point parce que je pense que toutes ces questions, nous regardons la question du changement climatique, des systèmes écosystèmes, et nous devons regarder l'eau, nous devons analyser l'eau au niveau de sa grande définition. Et c'est le troisième point de message. Le quatrième groupe de messages, est une réalisation, une variante ce que nous avons besoin. Les choses évoluent très rapidement et elles doivent évoluer. Et nous devons travailler avec ces institutions pour que les formations, le matériel de formation et le contenu doivent être adaptés aux besoins. Ça, c'est un message clé de l'UNESCO, parce que, comme vous savez, l'UNESCO, c'est basé sur l'éducation. Nous avons des programmes d'art, nous avons des programmes pour l'éducation. Nous travaillons avec les institutions pour les aider, pour redéfinir et adapter leur matériel de formation à leurs besoins. Le dernier point, nous devons travailler conjointement. Nous devons travailler de concert. Parce que nous avons beaucoup de matériel de formation disponible. Au niveau de l'UNESCO, nous avons beaucoup de matériel d'enseignement. Au niveau de la formation de l'enseignement, et nous devons travailler ensemble pour faire connaître ces contenus et pour les ouvrir à toutes les personnes qui veulent en bénéficier. Mais mon dernier message est sur la réunion de toutes les parties prenantes. Au niveau de l'identification des besoins. Et au niveau de la co-conception des contenus. Parce que si vous préparez quelque chose pour le renforcement des capacités de quelqu'un, nous devons écouter cette personne, nous devons écouter les besoins de cette personne et ce groupe de personnes pour pouvoir mettre en place le contenu. Pour toutes les personnes qui vont bénéficier de cette formation. Ce sont les messages clés que je voulais partager avec vous. Je ne fais pas un résumé de toutes les présentations, mais je sais que c'était un webinaire très riche, très cohérent. Et donc, pour le conseil de l'UNESCO, nous avons identifié les piliers au niveau de l'éducation de l'eau. Et maintenant, nous tournons vers tous les partenaires, les agences membres de l'UNESCO, le secteur privé, le secteur public. Nous vous invitons à nous rejoindre pour faire avancer ce développement des capacités. Parce que l'un des éléments clés est le chaînon manquant lorsque nous parlons de l'accélération de la mise en œuvre de l'ODD 6 pour la relation avec tous les autres domaines avec l'eau. Merci beaucoup pour cette opportunité qui m'a été donnée et j'aimerais que vous me rejoigniez et nous espérons pouvoir travailler avec ce type d'événement avec vous et je pense que nous pourrons définir une cible et je suis à votre disposition pour travailler avec les États membres. Merci beaucoup. Thank you very much. Bye bye, stay safe. Au revoir à toutes et à tous. À une prochaine fois.